Je vais partager mon écran. Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire La transition en mouvement, état des lieux à Laval. Je m'appelle Pierre-Luc Barry, donc je suis le chargé de projet responsable du projet Laval-Zen. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter le résultat des travaux et du travail fait par Laval-Zen dans la dernière année. Notre présentation d'aujourd'hui va se décliner en deux segments. Dans le premier, on va vous faire un état des lieux en fait de Laval, donc un état des lieux du territoire et de la communauté. Et on va aborder brièvement la question des enjeux liés à la transition socio-écologique sur le territoire. Dans une deuxième partie, je vais donner la parole à Mme Sophie Van Nest, qui va nous présenter en fait les résultats d'une étude menée à Laval sur les initiatives de transition socio-écologique à Laval. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour bien contextualiser Laval-Zen, on doit d'abord parler du Front commun pour la transition énergétique. Puis pour ce faire, en fait, je vais donner la parole à Mme Elisabeth Gibault, coordonnatrice générale du Front commun, pour vous présenter le Front commun et le projet Québec-Zen. Merci Pierre-Luc, bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir de vous parler de la belle coalition qui est le Front commun pour la transition énergétique. Donc, comme je disais, c'est une coalition qui regroupe une grande variété de catégories de membres qui se sont unis autour d'une mission bien précise, soit d'entamer une transition écologique ou de favoriser la transition écologique porteuse de justice sociale. Donc, de vraiment lier les deux aspects, transition écologique et justice sociale, dans une démarche collective. Il y a à peu près 90 organisations membres au Front commun qui proviennent de 5 catégories de groupes. Donc, vous avez les noms sous les yeux: organisations environnementales, citoyennes, syndicales, communautaires et étudiantes. Ces organisations-là ont entamé un important travail en 2018 pour la rédaction de ce qu'on a appelé une feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité. Donc, le projet Québec-Zen, qui avait pour but d'accélérer la transition vers la société carboneutre de demain par la rédaction d'une feuille de route qui permet de décliner précisément qu'est-ce qui doit être fait au Québec pour qu'on arrive à une société carboneutre et juste. 190 personnes, 85 organisations différentes, beaucoup d'universitaires et de scientifiques ont collaboré à la rédaction de la feuille de route. Ça en fait une œuvre collective assez colossale et impressionnante qui s'est déclinée sur de nombreux mois de travail, beaucoup de discussions, beaucoup de collaboration autour de différents chapitres. Donc, il y a 14 chapitres au sein de la feuille de route qui permettent de décliner pour différents secteurs de notre société qu'est-ce qui doit être fait à la fois par nos dirigeants, par les municipalités, par les citoyens pour arriver à la société carboneutre qu'on désire tous et toutes. La feuille de route finale a été diffusée à l'automne 2021 à l'automne 2020, pardon. Et puis, tout de suite, les membres de la coalition se sont demandé, bon, à partir de cette feuille de route-là, quelle pourrait être la prochaine étape de travail collectif qu'on fasse au sein du Front commun pour la transition énergétique. Et ça semblait évident pour tout le monde qu'il fallait trouver une façon de mettre en œuvre concrètement cette feuille de route-là vers la carboneutralité du Québec. Si vous voulez consulter la feuille de route, d'ailleurs, je précise qu'elle est disponible sur notre site Internet pour lecture. Ça fait une belle lecture de chevet pour savoir concrètement comment lutter contre son éco-anxiété et voir qu'est-ce qui peut être mis en œuvre dès maintenant. Donc, comment on a décidé entre membres du Front commun de mettre en œuvre la feuille de route? C'est de partir le volet suivant de la feuille de route. Ça a été le projet Collectivité Zen, donc celui qui nous réunit ici aujourd'hui. Zen, on se rappelle toujours que ça veut dire zéro émission nette. L'idée du projet Collectivité Zen, c'était de mettre en œuvre la transition socio-écologique dans les territoires. En partant du principe suivant, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup d'initiatives sur beaucoup de territoires du Québec à l'heure actuelle pour favoriser une transition écologique porteuse de justice sociale. Donc, l'idée, ce n'était pas d'arriver sur un territoire puis d'initier quoi que ce soit, c'était d'arriver et de soutenir le travail collectif qui se fait déjà sur beaucoup de territoires au Québec. D'apporter des ressources, d'apporter un support selon les besoins de chaque collectivité. Les 4 premières collectivités qui ont été lancées l'ont été en mai 2021, donc ça fait presque 1 an et demi.
La Valzen faisait partie de cette première cohorte-là à plonger dans l'aventure des collectivités zéro émission nette. Avec le Grand Dialogue régional Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chantier Zen, la collectivité Zen de Québec et Climaction La Chine. On a lancé en novembre cette année la deuxième cohorte, dont il y a des représentants ici aujourd'hui. Je vois des visages. Donc, il y a maintenant la collectivité Zen de l'Assomption d'Autré. Il y en a une à Annecy-Cartierville, Gatineau et puis en Gaspésie. L'idée derrière tout ce projet, c'est de favoriser ou d'entamer une transformation systémique, donc une vague qui ne s'arrêtera plus à mesure que les collectivités vont se multiplier, vont se nourrir les unes les autres. L'idée, c'est de montrer aux dirigeants puis au Québec au complet qu'il se passe quelque chose de gros, que tous ensemble, on peut faire cette transition socio-écologique-là qui nous amène tous et toutes. Donc ça, c'est l'intention ultime derrière le projet Collectivité Zen. Je pense que Pierre-Luc va passer à travers avec vous, va vous exposer plus précisément là, les différentes étapes que doivent traverser une collectivité zen là, pour faire un travail collaboratif sur les territoires. Donc, je vais lui recéder la parole. Merci, Pierre-Luc. Merci à toi, Elisabeth. Donc, effectivement, comme vous venez de le voir, la Valzen s'inscrit directement dans la démarche Québec Zen. C'est un projet à Laval qui est porté par le Conseil régional de l'environnement. Mais on a la chance, depuis les tout débuts, de pouvoir compter sur une douzaine de partenaires, en fait, qui nous soutiennent là-dedans, partenaires dont vous avez la liste. Vous avez la liste ici. Un premier coup d'œil va vous montrer qu'effectivement, c'est pour le moment beaucoup d'institutions à Laval. Je profite d'avoir la parole et l'opportunité de m'adresser à un grand nombre de personnes pour dire qu'on est toujours ouvert en fait à des nouvelles collaborations. Donc, si jamais il y a des gens qui, après la présentation d'aujourd'hui, sont convaincus du travail qu'on fait, je vous invite à nous contacter si jamais vous voulez embarquer dans la vague. Le Front commun pour la transition énergétique proposait en fait une démarche en 5 temps pour mettre en place une collectivité zen sur le territoire. La première étape était celle du démarrage. Donc, c'était vraiment de réunir les individus et les organisations sur le territoire, toujours dans une logique d'inclusivité puis de diversité au sein des acteurs et des actrices. La deuxième étape, c'est celle de l'état des lieux et de la vision. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de voir actuellement à quoi ressemble notre territoire et notre communauté. Et la deuxième étape, en fait, consiste en des exercices de vision, donc du co-design participatif où on cherche à faire émerger une vision collective du territoire et de sa population pour l'avenir. La troisième étape, c'est celle des chemins de transition. Donc, maintenant qu'on sait de où on part et vers où on veut aller, et il reste à définir par où on va devoir passer pour faire cette transformation-là. Donc, les chemins de transition, ça va être d'identifier les grands jalons, donc les étapes par où la collectivité va devoir passer pour mettre en place, en fait, la transition socio-écologique. La quatrième, en fait, c'est les partenaires du projet vont se réunir pour être capables de créer un plan opérationnel, c'est-à-dire d'identifier des actions dans le très court terme pour faire avancer puis atteindre ces fameux, traverser en fait ces chemins de transition-là. Et bien, évidemment, la cinquième étape, c'est la mise en œuvre de tout ce projet-là. Actuellement, la Valzen se situe à la deuxième étape, donc l'état des lieux et la vision. L'état des lieux, on vient tout juste de la compléter. C'est la raison, en fait, pour laquelle on organisait ce webinaire-là. C'était pour vous présenter aujourd'hui les résultats de cet état des lieux-là. Donc, l'état des lieux, en quoi ça consistait? Donc, le but, c'était d'être capable de rendre compte assez rapidement, d'une façon claire et précise, de la situation, tant au niveau du territoire que de la communauté qui vit à Laval. Donc, c'était vraiment de faire ressortir les grandes caractéristiques. Pour faire ça, dans la dernière année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compilé les sources documentaires, en fait, de 27 sources différentes. Donc, on a compilé les données de ces sources-là pour être capable d'en faire ressortir les grands traits. Le but est toujours d'avoir un regard le plus global possible, mais ça a quand même impliqué de faire des choix au sens où on ne peut pas tout mettre là, dans la mesure où on n'a pas les effectifs et le temps pour faire 3 thèses de doctorat. Donc, on s'est penché plutôt sur 11 sections thématiques où on a essayé de vulgariser le plus possible ces thématiques-là. Donc, aujourd'hui, en fait, je vous propose de vous présenter en fait quelques caractéristiques de cet état des lieux-là. Évidemment, l'état des lieux a donné lieu à un rapport qui est beaucoup plus précis en fait dans les données et beaucoup
beaucoup plus clair, mais pas beaucoup plus clair, qui a beaucoup plus d'informations en fait au niveau du contenu. Le rapport d'ailleurs va vous être envoyé dans le chat ultérieurement. Donc, au niveau de la première thématique qu'on a rencontrée, c'était celle du territoire et des milieux naturels. Si vous regardez les tableaux, le tableau à droite, on voit qu'à Laval, il y a 50% du territoire, littéralement, qui est occupé par deux fonctions, c'est-à-dire le résidentiel et l'agricole. On voit aussi qu'il y a 22,9% du territoire qui est recouvert par la canopée et qu'il y a aussi, à l'exception de l'espèce humaine, 365 espèces animales qui vivent sur le territoire, dont 25 qui sont actuellement, malheureusement, considérées comme en danger. Chose étonnante, en raison du caractère insulaire de Laval, c'est qu'il y a seulement 10% des rives qui sont accessibles à la population à travers des infrastructures publiques. Le deuxième thème qu'on a retenu, c'était celui de l'agriculture et de l'alimentation. À Laval, en fait, il y a 28,6% de la zone agricole qui occupe le territoire. Parce que j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont bien écouté ce que je vous expliquais au point précédent. La différence entre le 24% d'occupation du territoire et le 28% présenté ici, c'est que le 24% prend seulement en compte l'usage effectif, donc l'usage strict du sol, tandis qu'ici, quand on parle de zone agricole, ça va aussi compter les routes, les infrastructures et les habitations de cette portion-là. Parmi les activités agricoles qu'on retrouve sur le territoire, il y a trois grandes catégories, en fait, qui se distinguent. Donc, les exploitations agricoles en elles-mêmes, les entreprises de transformation alimentaire et les entreprises de distribution. Il y a quand même 700 autres entreprises à Laval qui sont liées de près ou de loin au monde agricole et à l'alimentation. Laval est touché comme le reste du Québec par un phénomène qui est croissant, c'est-à-dire qu'il y a une réduction du nombre d'exploitations, mais une concentration des terres. Pour illustrer ce propos-là, en fait, on voit que de 2004 à 2010, Laval a perdu 40 exploitations agricoles en 6 années seulement. Sinon, on voit qu'il y a 98% des revenus qui sont tirés de la production végétale à Laval, ce qui est l'essentiel, en fait, la quasi-totalité des revenus dans ce secteur. Au niveau des vulnérabilités et résilience, la documentation qu'on a parcourue mettait en lumière 5 grandes vulnérabilités qui vont être dues au bouleversement climatique à venir, spécialement au niveau de Laval. Donc, il y avait les vagues de chaleur et la sécheresse, les redoux et la couverture de neige, les pluies intenses, les inondations et les tempêtes. J'attire votre attention sur le premier point, en fait, qui était les vagues de chaleur et la sécheresse, parce que la plupart des documents consultés, en fait, mettent en exergue le fait que les îlots de chaleur vont être un phénomène à prendre en compte en raison du caractère urbain à Laval. Donc, c'est quelque chose qui risque d'impacter de façon assez durable Laval. Au niveau du profil socio-économique, vous avez ici plusieurs données un petit peu diversifiées, mais qui vous donnent quand même un bon aperçu de ce à quoi représente la situation économique, socio-économique, en fait, des gens qui habitent à Laval. Au niveau du revenu disponible, on parle de 32 800 $ par habitant à Laval, ce qui fait de Laval un endroit où le revenu par habitant est un des plus élevés au Québec. Mais au contraire, il y a 9% de la population lavalloise qui est considérée comme ayant un revenu faible, ce qui fait en fait que Laval fait partie du top 3 des régions du Québec où ce taux-là est le plus élevé. Si vous vous tournez vers le graphique à votre droite, vous avez en fait la répartition de la propriété à Laval. Donc, on se rend compte qu'il y a près de 60% des gens qui sont propriétaires, près de 10% qui sont copropriétaires et un peu plus de 30% qui sont locataires. Malgré tout, dans cette répartition-là, il y a au total presque le quart, donc 23,4% des ménages qui vivent dans un logement non abordable, c'est-à-dire des gens dont le coût du loyer, le coût de l'habitation du logement mensuel est plus élevé qu'à 25% de leur revenu. Un autre aspect au niveau socio-économique, c'est le taux de scolarité. Il y a un peu plus de 14% de la population lavalloise qui a seulement un diplôme d'études secondaires, mais il y a 40% de la population qui possède un grade universitaire. Si on regarde ça, ça fait de Laval une des régions du Québec les plus scolarisées, en fait.
Au niveau de la démographie, en 2020, Laval comptait 442 648 personnes, dont l'âge moyen était de 41,9 ans. Ici, au niveau de la démographie, ce qui est très, très intéressant à retenir, c'est la situation des personnes immigrantes. Parce qu'on se rend compte au niveau des données que les personnes immigrantes de première génération représentent 28,5 % et que les personnes immigrantes de deuxième génération représentent 22 % de la population. Donc, une fois mis ensemble, ces données-là nous donnent presque 50 % de la population lavalloise qui est issue de l'immigration. Ce qui en fait une région, ce qui en fait quand même une donnée assez particulière au sens où, quand on parle des immigrants de première génération, au Québec, on va parler de 13 % et non de 28 %, donc ce qui est une situation assez unique à Laval. Au niveau de l'économie, on a souvent parlé du fait que Laval était une ville banlieue, pas une ville banlieue, pardon, une ville dortoir où les gens, en fait, venaient seulement pour dormir. C'est encore malheureusement un peu le cas au sens où il y a seulement 39,4 % de la population lavalloise qui travaille sur le territoire. Donc, l'autre partie des travailleurs, travailleuses vont travailler à l'extérieur. Il y a l'essentiel des emplois qui se concentrent dans le secteur tertiaire, donc au niveau des services. On compte aussi à Laval en 2019 12 047 entreprises. Ces 12 000 entreprises-là vont se répartir à travers 5 grands secteurs industriels que vous avez ci-dessous, c'est-à-dire le commerce de détail, la construction, les services professionnels, scientifiques et techniques, les soins de santé et l'assistance sociale et les autres services qui excluent les administrations publiques. Vous avez en dessous un tableau qui vous propose, en fait, qui vous montre la répartition des emplois, par exemple, par secteur, par secteur d'activité économique. Donc, on voit que tous les services toutes les entreprises liées à la consommation sont celles qui recueillent le plus grand nombre, qui produisent le plus grand nombre d'emplois sur le territoire. Un petit mot aussi sur l'économie sociale à Laval, au sens où c'est quand même une part non négligeable de l'économie, considérant que ça emploie 430 organisations, 9 000 personnes qui y participent annuellement et qui génèrent quand même des revenus de 568 millions de dollars. Au niveau du transport et de la mobilité, on avait en 2018, on estimait que les Lavallois et les Lavalloises faisaient 891 100 déplacements par jour, déplacements qui étaient essentiellement faits, là, comme vous pouvez le voir dans le tableau de droite, en automobile. Ce qui fait en sorte qu'on compte généralement 0,65 voitures par habitant à Laval. Si on compare avec les autres villes du Québec, ça fait que Laval est la deuxième ville, en fait, au Québec où on a le plus de voitures par habitant, tout de suite après la ville de Québec. Malgré tout, en 2020-2021, on a remarqué une augmentation du nombre de véhicules électriques de 37 % sur le territoire. Mais à contrario, on a aussi remarqué que de 2010 à 2020, le nombre de personnes qui prenaient de façon hebdomadaire le vélo pour aller travailler ou faire leurs déplacements est passé de 70 à 57 %. Pour les émissions de GES, le dernier bilan des GES qui a été fait à Laval, c'était presque 2 millions. Laval produisait presque 2 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à une diminution de 12 % par rapport au niveau d'émissions de 1990. Sans surprise, là, vous voyez dans le tableau que c'est les transports qui sont responsables de l'essentiel des émissions de GES là, sur le territoire. Pour appuyer ce point-là, on voit aussi que depuis 1990, il y a une augmentation de presque 31 % des émissions qui sont liées directement au transport et à la mobilité. Il y a quand même 3 autres secteurs qui, eux, ont diminué de façon très importante leur GES depuis 1990. Ces secteurs-là, ce sont les matières résiduelles, le secteur résidentiel et le secteur industriel. Au niveau de l'énergie, ici, c'est un petit peu particulier parce que c'est difficile d'obtenir des données très précises sur la consommation d'énergie locale. Donc, pour cette partie-là de l'état des lieux, on a préféré utiliser des données provinciales, en fait, en postulant l'idée que la moyenne québécoise ne devait pas être très loin de la moyenne lavalloise. Donc, on voit qu'au Québec, en moyenne, on consomme chaque année 225 gigajoules
d'énergie par habitant. Pour vous donner un ordre de comparaison, au Canada, on parle de 229 gigajoules par année, tandis qu'en Chine, on parle de 60 et aux États-Unis, 200. Ce qui explique en partie ce chiffre-là, c'est qu'on a un très grand nombre d'industries qui est consommatrice d'énergie versus notre population totale. Situation qu'on voit quand même bien expliquée là, dans le tableau ci-dessous par rapport à la consommation énergétique, où c'est 34% des industries qui consomment l'énergie au Québec. Puis ce tableau-là, en fait, inclut toute forme d'énergie, donc que ce soit renouvelable ou hydrocarbures. Enfin, notre dernier point est celui des matières résiduelles. Donc, en 2019, à Laval, on produisait 221 973 tonnes de matières résiduelles destinées à l'élimination, ce qui nous fait en fait un calcul moyen de 505 kg de matières résiduelles par personne. Encore une fois, pour vous donner un ordre de grandeur, à Laval, c'est 505 kg de matières résiduelles par année que chaque Lavallois produit. Tandis qu'au Québec, qui est considéré comme la province qui produit le plus de matières résiduelles au Canada, la moyenne était de 346. Donc, on est clairement au-dessus de la moyenne québécoise et canadienne ici. On voit aussi d'ailleurs dans le tableau du milieu que pour l'essentiel, ce sont les ordures ménagères qui occupent un petit peu plus que 30% de la production totale là, de matières résiduelles. Il y a un autre aspect aussi dans ce secteur-là qui mérite d'être mentionné, c'est-à-dire que Laval fait partie du top 3 des régions du Québec où le taux de recyclage et le taux de compostage est le plus bas. C'est-à-dire que sur 60% sur toutes les matières récupérées, il y a seulement 60% qui sont récupérées. Et quand on parle de compostage, là, on est plutôt de l'ordre de 30%. Donc, les données que je viens de vous donner ici, c'est quelques données pour vous donner là, une idée rapide de ce qu'est Laval, autant son territoire que sa population actuellement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va vous mettre à l'instant dans le chat le lien vers le rapport. Donc, vous avez un rapport plus complet qui va vous donner là, des informations beaucoup plus précises. C'était vraiment plus pour vous donner une idée générale de ce qu'on peut retrouver. On a voulu, par contre, on ne s'est pas nécessairement arrêté là, on a voulu aller un petit peu plus loin. Donc, on a, sur la base des informations que le rapport nous a été fourni, on a voulu questionner, en fait, la communauté lavalloise sur les enjeux que posait cet état des lieux-là par rapport à la transition socio-écologique. Donc, à l'automne 2022, on a organisé 3 consultations sur les thèmes de la société, l'économie et l'environnement. Ces 3 thèmes-là étaient eux-mêmes sous-divisés en 3 autres thèmes. Donc, le but, c'est qu'on est allé chercher des experts et des expertes, donc des gens qui avaient soit une expertise professionnelle, académique, ou des gens qui avaient un vécu et qui voulaient parler de ces enjeux-là, puis nous donner leur avis. Donc, c'est 23 personnes à travers 15 organisations qui ont participé à ces consultations-là. Et d'entrée de jeu, ce qui est apparu de façon, je dirais, quasi universelle dans ces consultations-là, c'est que la plupart des gens consultés ont mis en lumière le caractère global et transversal de la transition. C'est-à-dire que c'était très difficile pour eux d'identifier un enjeu de façon isolée. À chaque fois, les enjeux étaient systématiquement reliés à d'autres enjeux ou à d'autres thématiques. Donc, ça montrait que la transition écologique ici, la transition socio-écologique, justement, c'est loin d'être strictement lié à la question environnementale, mais on est vraiment face à un projet de société qui touche tous les aspects de la transition, tous les aspects en fait de l'activité humaine. Donc, c'est 9 enjeux qui ont été identifiés par les experts et les expertes consultés. Donc, je vous les présente rapidement ici. Ils sont détaillés dans le rapport que je vous mentionnais précédemment. Donc, le premier enjeu, c'était celui d'assurer des conditions de vie décentes pour toutes les personnes. Ensuite, on avait pensé l'aménagement du territoire pour faciliter l'accès à la nature, protéger les milieux naturels et réduire les injustices environnementales. Je souligne ici la question des injustices environnementales parce que dans à peu près toutes les consultations, ce terme-là est apparu et on sentait qu'il y avait vraiment un besoin de la part des gens d'identifier un peu ces enjeux-là puis de voir en fait quels impacts ça pouvait avoir concrètement sur la population lavalloise.
Le troisième enjeu, c'était celui de faire de l'inclusion et de la participation des éléments fondamentaux de la transition socio-écologique. Après ça, on avait transformé la culture de l'auto-solo vers une culture du déplacement actif et collectif, favoriser l'accès au transport collectif et revoir le modèle économique actuel en faveur d'une économie humaine et écologique. On avait aussi réduire la dépendance aux hydrocarbures et miser sur la sobriété énergétique dans tous les secteurs d'activité, faire de la consommation une activité durable, locale et peu productrice de matières résiduelles. Et enfin, on avait protégé les milieux naturels et accompagné les producteurs-productrices vers des pratiques à faible impact sur l'environnement. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même plusieurs enjeux au niveau lavallois, mais c'est ce qui a été identifié en fait comme étant des grands enjeux qu'on va devoir surmonter collectivement si on veut être capable de mettre en branle la transition socio-écologique sur le territoire de Laval. Donc, c'est ce qui concluait en fait notre premier segment sur l'état des lieux à Laval. Donc, je vais brièvement vous introduire en fait le second segment parce que dans la dernière année, Lavalzen a eu l'opportunité de travailler, de collaborer avec la Chaire de recherche du Canada en action climatique urbaine à l'INRS. La chaire en question menait une recherche sur les initiatives de transition socio-écologique dans les milieux périurbains et suburbains. Donc, pour vous parler de ces résultats-là, je vais donner la parole à Mme Sophie Van Ness, qui est professeure à l'INRS et titulaire de la chaire. Bonjour tout le monde, très heureuse d'être ici. Merci pour l'invitation. Je m'excuse tout de suite de ma voix. Je vais peut-être tousser pendant la petite présentation. Alors, je vais partager tout de suite mon écran. Soyez un peu patients avec moi. Hop. Désolée, je pensais que ça serait plus facile. Ça sera pas long. J'étais toute prête en plus, là, mais j'ai trop de choses. Ça me dit que c'est bloqué, en fait. Ça me dit que mon partage est bloqué. Est-ce que je peux te l'envoyer, la présentation? Je ne sais pas pourquoi ça me bloque. Je vais peut-être réessayer seulement de me reconnecter, Pierre-Luc, parce que je n'arrive pas à partager actuellement. Peut-être que tu peux réessayer. Sophie, je t'ai mis host, fait que peut-être ça va mieux marcher, mais normalement, tu étais co-host, donc ça aurait dû fonctionner. OK, parfait. Je recommence. Excusez-moi, écoute, je fais ça à peu près 10 fois par jour. On dirait que c'est parce que là, j'ai... Mais tu peux me l'envoyer sinon, puis je vais la partager. OK. Parfait. Je te l'envoie. C'est bizarre, ça me dit que ça bloque l'accès. OK, je te l'envoie tout de suite par courriel. Puis pendant ce temps-là, je vais commencer à vous en parler. Désolée. Alors, le projet de recherche, en fait, c'est un petit projet, c'est un projet, si on veut, exploratoire qu'on faisait. Sophie, juste avant que tu commences, il va falloir que tu me remettes co-host. Il va falloir que tu me remettes host, en fait, si tu veux que je le repartage. On va l'avoir. Parfait. On va l'avoir, gang. On va l'avoir. Je te remets co-host et je t'envoie ça tout de suite. Alors... Tu es capable de mettre host, en fait, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Oui, c'est ça. On aurait dû tester avant, mais on se dit, on fait toujours ça, donc tout va bien, mais c'est pas si simple. OK, je vais l'envoyer en PDF pour être sûr. Bon, OK. Alors, je te remets haute et je commence en attendant. Donc, comme je vous disais, c'est une initiative, désolée pour la perte de temps, pour en fait avoir une meilleure idée du portrait des initiatives citoyennes en milieu urbain et suburbain.
parce qu'en fait, on connaît peu avoir une espèce de portrait global. Et donc, c'est une vue d'ensemble. Hein. Ce n'est pas une étude approfondie de chaque initiative. C'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble, pour voir sur quelle thématique les groupes travaillent, c'est quoi leur financement. Donc, on s'est penché sur la grande région métropolitaine de Montréal et de Québec. Et pourquoi? Bien, les milieux suburbains et périurbains, c'est parce qu'on sait qu'ils rencontrent certains défis importants dont Pierre-Luc a parlé d'ailleurs en termes d'action climatique, de transition socio-écologique. Des défis autant à cause de la forme urbaine, on dit la dépendance à la voiture, la dispersion des activités, des défis aussi d'adaptation, notamment en termes d'îlots de chaleur accablante. Mais en même temps, il y a des opportunités, même s'il faut les saisir, du fait de la présence encore de milieux naturels, de zones agricoles. Donc, cette pression-là sur les espaces agricoles naturels agroforestiers pose aussi des enjeux pour la transition. Donc, on a fait cette base de données avec des stagiaires à l'INRS pendant l'été, une base de données par laquelle, en fait, on est allé voir les programmes de subvention qui financent les initiatives citoyennes. Et aussi, on a fait finalement une analyse web et documentaire. C'est toutes des informations publiques des groupes, des grandes organisations environnementales. Donc, le rapport avec tous les détails méthodologiques est sur le site web de l'achat, puis vous aurez le lien dans un instant, dans ma présentation. On y arrive. Merci Pierre-Luc. Alors, donc, j'ai dit, oui, alors, opportunité, défi, j'ai presque tout dit. Une des choses que je n'ai pas dit dans ça, c'est que je pense que c'est aussi possible de mettre en mode plein écran, mais sinon, on va vivre avec ça. C'est pas grave. Dans le milieu suburbain et périurbain, ce que la littérature scientifique note aussi, c'est que souvent, les programmes de subvention et d'accompagnement ne sont pas adaptés ou ciblés aux défis des milieux suburbains. Donc, c'est d'autant plus un défi, une importance de s'y pencher. Et je disais qu'on s'est penché sur les initiatives citoyennes et de la société civile parce qu'il y a aussi des défis particuliers du fait que, bon, la littérature scientifique nous montre, les recherches nous montrent qu'en milieu urbain, il y a souvent une densité organisationnelle plus grande. Il y a des réseaux à cause de la densité de population qui sont un peu plus importants et donc peut-être ça peut amener des défis dans des milieux périurbains et suburbains. Par contre, il y a souvent un historique de forte participation civique pour la protection des attraits des milieux, et ça, on peut bâtir là-dessus. Et une des questions qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a une appropriation de l'agenda et du vocabulaire de la transition et de l'action climatique dans les milieux suburbains et périurbains? Tu peux passer à la prochaine, Pierre-Luc. Donc, les objectifs, c'était de donner une visibilité aux nombreuses initiatives citoyennes et de la société civile en banlieue. Et là, je dis banlieue, donc c'est les milieux suburbains et périurbains, je vous dirai comment on l'a délimité tantôt, dans le champ délibérément très large de l'environnement, l'action climatique et la transition socio-écologique. On voulait mieux connaître les initiatives, les dit sur quelles thématiques, qui les finance, comment mieux les appuyer, pour en fait préparer une recherche subséquente plus approfondie. On continue. Alors, bon, les intérêts de la recherche, on était vraiment contents d'être invités puis de collaborer avec Pierre-Luc, de pouvoir finalement s'inscrire dans une démarche parce que l'objectif, c'est que nos recherches servent directement à quelque chose. Donc, ça pouvait aider pour avoir un portrait des initiatives existantes, des thématiques, des financements. Puis pour nous aussi, on se disait que ça peut peut-être aider l'établissement de stratégie et priorité en s'appuyant sur les initiatives existantes, les motivations existantes, mettre en réseau, visibiliser les initiatives, mais aussi peut-être aborder les thèmes qui manquent peut-être de ressources puisqu'ils sont moins travaillés par les citoyens et citoyennes. C'est bon, on peut continuer. Je vais passer vite là-dessus, les détails méthodologiques pour arriver aux résultats, mais vous aurez tout sur notre rapport complet. Mais en gros, donc, on a fait une exploration d'initiatives, on a défini des critères d'admissibilité pour la base de données. C'est une recherche documentaire et web, bien qu'on a contacté aussi des acteurs individuellement pour avoir des précisions, mais toujours des informations publiques. Et on a mis en relation avec la littérature scientifique. C'est bon. Alors, les initiatives retenues, donc on a regardé les grandes régions métropolitaines de Québec et de Montréal pour commencer, en excluant la ville-centre,
en utilisant le critère administratif de municipalité, Ville de Québec et Ville de Montréal. Donc, ça, il n'y a jamais de définition parfaite, là, mais c'était pour avoir un critère administratif, donc pour sortir finalement des grandes villes et pour vraiment toucher des territoires où justement il y a les dynamiques et les défis que je citais préalablement, même si on sait que ces milieux-là sont extrêmement diversifiés et en fait, selon où on se trouve, on a des défis et des opportunités quand même différentes. Mais c'était pour avoir une vision d'ensemble des milieux suburbains et périurbains. Donc, périurbain, pour nous, ça veut dire vraiment des milieux à la limite du rural et de l'urbanisation, un petit peu plus proche donc de la limite des régions métropolitaines. C'est des initiatives qui se passent maintenant, donc qui étaient actives en 2020-2022 et les organisations porteuses sont des groupes citoyens ou des organisations à but non lucratif. On a aussi des associations étudiantes un petit peu et des communautés autochtones. On peut continuer. Alors, voici ça, c'est les thématiques en fait qu'on a élaborées de manière inductive en utilisant les mots-clés des organisations elles-mêmes. Donc, qu'est-ce qui revenait en faisant la base de données et après, on a stabilisé les catégories de thématiques qui sont les suivantes. Et je pense que je vais les décrire en présentant ce qui est plus important, mais vous voyez là, en tout cas, faites-vous une petite hypothèse dans votre tête. Qu'est-ce que vous pensez qui domine comme thématique? Puis écrivez-le sur un bout de papier pour voir si ça se révèle être ce qui est plus important en termes de nombre d'initiatives. Donc, évidemment, la question des milieux naturels, l'adaptation. Transition écologique, alors ça, c'est vraiment quand les termes transition écologique, urgence climatique, changement climatique ont été utilisés. Donc, on utilise les termes des groupes, des personnes qu'ils ont dans leur document de présentation. Et donc, on avait une série de mots-clés pour chaque thématique, mais c'est vraiment quand les termes des mots-clés sont utilisés. On peut changer. Alors, les résultats, en bref, alors il y a une forte implication citoyenne. Donc, quand je vous dis ces initiatives maintenant, 184 initiatives dans les régions de Québec et de Montréal, donc dans les milieux suburbains, dont 43 à Laval. Il y a certaines thématiques qui dominent nettement et je garde le suspense un petit peu plus. Il y a une disponibilité inégale des données selon les sources de financement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe quand même parce que, et ça en lien avec ce qui est déjà noté dans d'autres régions du monde, mais donc, il n'y a pas une grande disponibilité, puis il n'y a pas donc les données nécessairement pour voir c'est quoi les programmes de subvention, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi les projets qui sont financés, tout ça. Donc, ça rend difficile les bilans et le soutien aux citoyens. Et ça veut dire évidemment qu'on manque un certain nombre d'initiatives, mais aussi qu'on n'a pas tout le détail sur le financement. Ça veut dire aussi, à notre sens, qu'on peut moins bien appuyer, en fait, l'État peut moins bien appuyer l'action citoyenne si on n'a pas une espèce de bilan de ce qui est financé par les fonds publics et les fonds philanthropiques. Et il y a peu de stratégies dédiées aux dynamiques suburbaines et périurbaines. Alors, il y a une grande diversité de fonds, mais qui ne sont pas nécessairement dédiés aux défis qu'on a abordés des milieux suburbains et périurbains. Tu peux continuer, Pierre-Luc. Alors, le punch. C'est quoi les thématiques qui dominent? Clairement, ça, c'est pour toutes les régions de Montréal et Québec que vous allez voir dans un instant à Laval. Milieu naturel et biodiversité, et c'est presque la moitié des initiatives qui portent sur la protection des milieux naturels et de la biodiversité. Donc, 87 qu'on a répertoriées. En plus, c'est celle de Québec, de la région de Québec. Donc, beaucoup d'initiatives. Il y en a qui sont en réaction à des projets de développement, à peu près le quart, mais il y en a aussi beaucoup de protection des milieux, de plans de conservation. Il y a vraiment une grande diversité, puis il y a beaucoup de ces actions-là qui sont par des groupes citoyens non incorporés, donc des groupes citoyens qui n'ont pas de financement déclaré. Et il y a la deuxième thématique, c'est la thématique de transition écologique et urgence climatique. Donc, je vous disais quand ces termes-là sont vraiment utilisés par les initiatives, parce qu'évidemment, tous ces éléments-là, tous ces thèmes-là pourraient toucher à la transition, mais ça, c'est ceux qui s'associent directement à ce vocabulaire-là, cet agenda. Ça, c'est la deuxième thématique, mais qui est quand même assez loin. Derrière vient ensuite les systèmes alimentaires et la mobilité durable.
Et là, vous allez peut-être remarquer que les autres thématiques qui auraient pu être quand même importantes, comme l'adaptation au changement climatique et le verdissement, donc les citoyens semblent peu utiliser ce vocabulaire-là dans les milieux suburbains et périurbains, peu sur le cadre bâti et le logement. Tu peux continuer, Pierre-Luc. Ça varie quand même un peu par type d'organisme. Donc, les groupes citoyens non incorporés travaillent encore plus sur ces deux thèmes dominants, donc les milieux naturels, la biodiversité et la transition écologique. Et donc, par exemple, les OBNL avec une gouvernance démocratique formalisée, parce qu'on a spécifié ça dans notre base de données, ils ont des contributions qui sont un petit peu plus diversifiées. Tu peux continuer, Pierre-Luc. Alors, on s'est intéressé aussi à quelles initiatives parlent des questions d'équité, d'injustice. On avait toute une série de mots-clés, donc inégalité sociale, inégalité environnementale, équité. On avait d'autres mots-clés aussi, c'est dans le rapport comme inflation. On avait certains thèmes, mots-clés qu'on avait mis de l'avant pour voir s'ils parlent des enjeux d'inégalité sociale et d'équité liés à leurs initiatives. Et vous voyez les résultats, en fait, c'est très peu abordé. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, Pierre-Luc, que tu disais que c'était ressorti de vos consultations, cette question d'injustice environnementale de votre part. Alors, donc, autant les injustices ou les inégalités sociales ou environnementales sont abordées seulement dans 16% des initiatives qu'on a recensées. Et 27% parlent explicitement du climat ou de la transition socio-écologique. Et vous pouvez voir que en fait, les initiatives qui en parlent le plus, c'est le faible nombre qui parlent du cadre bâti et logement. Et ensuite, le système alimentaire, les initiatives sur le système alimentaire parlent beaucoup plus parce qu'il y a une question de sécurité alimentaire qui est souvent travaillée. Et la mobilité durable à travers le coût, par exemple, du carburant. Et là, ce qui est quand même peut-être inquiétant, c'est que les initiatives de transition écologique et urgence climatique parlent seulement dans 18% des cas de questions d'équité. Et pour nous, c'est quand même une préoccupation. Tu peux continuer, Pierre-Luc. Alors, à Laval, maintenant, il y a les mêmes thématiques dominent, donc aussi les milieux naturels et la biodiversité qui est vraiment la thématique la plus importante. On voit que la question de la transition socio-écologique aussi est dans un ratio plus important que la grande région de Montréal, donc 26% des initiatives. À Laval, il y a quelques... En fait, c'est seulement à Laval qu'on a trouvé des initiatives sur le cadre bâti et le logement explicitement. Là, ça se peut qu'on ait à travailler encore des billets dans notre base de données, mais pour l'instant, c'est là qu'on en est. Donc, c'est à Laval qu'il y a les initiatives là-dessus. Par contre, il y en a moins en système alimentaire à Laval, ce qui nous a quand même un peu surpris. Donc, il y a moins d'initiatives dans cette thématique-là par rapport à la moyenne métropolitaine, en proportion, évidemment. Et comme dans le reste de la CMM, peu d'initiatives sur la mobilité durable. Et ça, ça peut être préoccupant parce qu'on en a parlé aussi avec Pierre-Luc de l'importance de ce thème de mobilité durable pour les défis de transition socio-écologique. Et là, c'est sûr que nous, dans notre base de données, on ne va pas répertorier les organismes qui font donc à but lucratif, qui peuvent avoir des activités par ailleurs sur la mobilité durable ou des contrats de consultants. Donc, il y a une partie de la réponse à ça qui vient du fait que le monde de la mobilité s'est professionnalisé, puis il y a des experts, et donc ça sort un peu de la sphère citoyenne, mais tout de même, comme c'est clairement un défi citoyen de changement de pratique, c'est quand même une question à se poser comment on peut supporter les initiatives citoyennes dans ce champ-là. Tu peux continuer, Pierre-Luc. Alors, là, je liste les exemples. Si ça vous intéresse, je n'aurai pas le temps de les nommer, évidemment, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup, bio-naturel et biodiversité. Qu'est-ce que c'est là? On a le détail aussi avec les lysipariens sur le petit rapport, parce qu'on a un grand rapport, puis on a fait un rapport plus ciblé pour faire ressortir à Laval. Donc, une grande diversité d'initiatives sur la protection des milieux naturels et de la biodiversité. Évidemment, on sait que ces milieux-là sont sous pression à Laval comme ailleurs. Et plusieurs initiatives de transition socio-écologique. Tu peux continuer. Bon, quand je vous disais qu'il y a une innovation sur le cadre bâti, il y avait cette initiative, par exemple, de thermographie à Ville-de-Laval. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu ailleurs, qui est intéressant, dresser un portrait de la performance énergétique des bâtiments pour agir sur la question de l'efficacité énergétique. Tu peux continuer, Pierre-Luc.
Même chose, quand même beaucoup d'initiatives en économie circulaire et gestion des matières résiduelles en proportion là, un peu plus élevée que la région métropolitaine de Montréal. Tu peux continuer. Peut-être pour l'économie circulaire, j'ai oublié de dire qu'il y avait quand même ces liens-là entre équité en termes de réinsertion sociale, puis récupération des invendus alimentaires. Donc, il y avait aussi, c'était intéressant que dans l'enjeu d'économie circulaire, on travaillait aussi des enjeux des objectifs sociaux. Donc, en conclusion, il y a une grande mobilisation citoyenne pour la protection des milieux naturels et la biodiversité. Un peu plus qu'un quart des initiatives dans toute la base de données, donc les 184 initiatives. Le quart s'associe clairement explicitement à l'action climatique ou à la transition. Donc, c'est pas tant que ça, mais en même temps, ils n'ont pas besoin de s'y associer pour y contribuer. Donc, c'est clair que la protection des milieux naturels, la biodiversité des espaces verts joue un rôle important dans l'adaptation et la lutte. Donc, l'adaptation aux impacts qu'on vit déjà et donc la lutte au changement climatique et à leur exacerbation dans le futur. Donc, c'est clair que ça joue un rôle, puis on parle de plus en plus de mesures, donc de solutions basées sur la nature, d'infrastructures vertes et naturelles qui fait partie là, des solutions climatiques. Puis on en a parlé avec la COP, évidemment. Et on voit que les citoyennes contribuent beaucoup dans les milieux suburbains et périurbains. L'autre résultat, c'est qu'il y a peu d'initiatives sur la mobilité, on parle peu de l'équité, donc ça pose la question d'est-ce qu'on a besoin des ressources pour agir davantage sur ces éléments. Et enfin, pour nous, cette première base de données-là et les démarches qu'on a faites pour essayer d'avoir plus d'informations, ça montre que pour plusieurs organismes subventionnaires, il y a besoin de plus de transparence et de stratégies concertées pour soutenir l'engagement citoyen dans la transition socio-écologique des milieux suburbains et périurbains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, pour la présentation et le travail de toi et ton équipe sur ce sujet-là. Je pense que c'était bien pertinent et bien attendu par chez nous. On a un petit peu de temps sur notre planning initial. Donc, si jamais il y avait des questions du public, je vous invite à lever la main, puis on pourrait vous donner des tours de parole. On pourrait prendre quelques questions si jamais vous avez des questions pour moi-même ou pour Mme Van Nest. Mélanie Bosby. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais poser une question sur... il y a quelque chose qui m'a frappé dans le diagnostic, c'était la quantité de déchets produits par habitant qui était fortement supérieure à la moyenne québécoise. Je ne vois pas que c'était nommé dans les enjeux qui sont ressortis, puis non plus dans les initiatives. Donc, je sais qu'on a dépassé l'étape de culpabiliser les gens au niveau individuel, mais je ne sais pas comment vous voyez ça, cet enjeu-là, comment vous le placez, ou comment peut-être qu'il est nommé ailleurs dans une autre catégorie, là, mais est-ce qu'il va être abordé ou est-ce que je voulais vous entendre là-dessus? Au niveau des matières résiduelles, il y a un enjeu spécifique qui abordait la question de la consommation. Puis je pense que en fait, pas je pense, là, c'est ce qui était beaucoup ressorti des consultations, en fait, avec notamment là, les gens qui ont participé à la consultation sur l'économie, en fait, sur la question de qu'est-ce qu'on fait avec toute la consommation qu'on a et tout. Donc, je pense qu'il y avait vraiment une idée de réduire en amont à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'au niveau des matières résiduelles, ça n'a pas ressorti tant que ça au niveau des enjeux. Est-ce qu'il y avait une autre question à ce... Il y a une question dans le chat, Pierre-Luc. Oui, j'allais l'écrire, mais je peux répondre rapidement. Donc, la question, c'est comment vous faites pour identifier les groupes citoyens non incorporés? C'était pour moi la question. Donc, on a fait 2 étapes. On a fait une recherche web en partant en partant des organismes subventionnaires, mais en fait, les organismes subventionnaires ne financent pas les groupes citoyens non incorporés. Et par contre, il y a des fondations qui le font. Et on a après fait une recherche web des organismes environnementaux. Et enfin, on a contacté personnellement les organismes de concertation pour avoir plus d'informations. Donc, par exemple, la Valzenne, les Creux, finalement, pour avoir des listes dans les différentes régions, des plus petits groupes. Donc, c'est sûr que c'est partiel. Puis en fait, ça montre que probablement qu'il y en aura encore. C'est sûr qu'on en manque. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus, en fait. Ouais. Il y a une question de la part de Louise Morin. Bonjour, moi je me demandais, une fois que vous avez établi ce plan-là qui est vraiment magnifique, là,
comment vous allez procéder pour fixer vos objectifs? C'est quoi le pas suivant? Comment vous allez procéder pour vos cibles et puis vos actions? Ça, c'est ce qui fait partie, en fait, de la démarche plus large là, du projet Québec Zen. En quelques mots, là, c'est la prochaine étape qui va être, en fait, cet hiver, ça va être d'organiser des exercices de co-design participatif où là, on va vraiment essayer de voir qu'est-ce que la population de Laval, on va consulter différents groupes pour avoir des points de vue les plus variés possibles et essayer de voir est-ce qu'on est capable de dégager une vision collective pour le territoire et pour la population? Donc, on va faire participer les gens à ça. Puis du moment qu'on va avoir cette vision collective-là, la prochaine étape, en fait, ça va être d'organiser des groupes de travail où les groupes de travail vont devoir, sur la base de la vision collective, établir des jalons, donc les grandes étapes qu'on va devoir traverser pour atteindre en fait cette vision-là. Donc, ça va vraiment, la vision qu'on va établir à l'hiver va vraiment servir en fait de point de repère pour la suite des choses. Donc, puis c'est ça, puis en fait, dès l'automne, on va avoir des groupes de travail où les gens vont être invités à fournir, là, à identifier les jalons, donc les grandes étapes là, pour les prochaines années, pour qu'on puisse en fait réaliser cette vision collective-là. Merci. Monsieur Parent. Oui, je vais baisser ma main tout de suite. Moi, ce qui m'a frappé dans la présentation, qui, en passant, est très bien faite, félicitations à vous et puis à Mme Vanessa, c'est l'occupation du territoire des rives qui s'élève à 10 %. On sait qu'en biologie, les biotopes du milieu humide avec le milieu sec, les cours d'eau, les marais, puis la terre, c'est là où il y a le plus de vie, parce que c'est deux milieux de vie qui se superposent et puis que l'enjeu le plus important, c'est la préservation de la biodiversité, sauver les milieux naturels. Fait que moi, ce que ça me pose, c'est l'occupation du territoire qui devrait être un enjeu important. Puis ça, je ne l'ai pas vu. Je voudrais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Il y a un des enjeux d'ailleurs qui est, je me souviens plus c'est lequel, là, mais il y a un des enjeux qui est spécifiquement sur l'occupation du territoire. En fait, c'est de voir, d'assurer que l'organisation du territoire prenne en compte la protection des milieux naturels et tout. Donc oui, ça a été un enjeu, puis c'est un enjeu que je dirais assez transversal parce que dans toutes les consultations, quand ça a été le temps de définir les enjeux, la question de l'occupation du territoire revenait constamment. Fait que je la mettrais effectivement là, dans les priorités des acteurs sur le terrain là, à ce niveau-là. Merci, ça est clair. C'est ce qui va compléter, en fait, ça va être notre dernière intervention. Donc, je voulais conclure en annonçant ce qui s'en vient pour la suite. Alexandre Ouarnette. Oui, excuse-moi si tu avais annoncé ta dernière intervention. En fait, je voulais souligner le travail vraiment, c'est super intéressant. La présentation est très bien faite. Je relève notamment l'interdépendance, la connexion entre différents défis environnementaux qu'on a, pas juste l'action climatique, mais le lien qui relie tout, notamment la question de la gestion des matières résiduelles qui a un impact sur le territoire, qui a un impact de consommation, qui a évidemment un impact climatique aussi. J'ai bien hâte de me plonger dans le rapport plus profond. Je m'engage à le partager à tous les membres du conseil municipal de Laval. Je pense qu'on doit tous et toutes maîtriser ça. Et j'ai aussi très hâte à la suite que tu vas présenter. Tu as évoqué des éléments de participation plus larges, de co-design, de vision, des chemins de transition que tu as évoqués tantôt. Donc, j'évoque aussi mon intérêt de participer à la prochaine étape. Et surtout, félicitations pour ce que vous avez fait jusqu'à présent. Merci beaucoup, M. Ouarnette. Effectivement, en fait, là, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je vois le temps qui file, puis j'imagine que tout le monde a un Zoom à 13 h. Donc, pour la suite des choses, en fait, dès l'hiver, on va lancer de 15 à 20 ateliers de co-design participatif. Donc, on va lancer des appels là, dans tous les milieux. Le but, c'est d'avoir le plus grand nombre de personnes possible avec des perspectives les plus différentes possibles. Donc, on vous invite là, à rester à l'affût, notamment en suivant notre page Facebook. Et pour ceux qui veulent, en fait, consulter le plus avant les documents dont on a parlé aujourd'hui, ils sont disponibles dans la section documentation du site lavalzen.com. Donc, merci beaucoup, notamment à Mme Van
Ernest, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation de ce rapport-là. Puis merci à vous d'avoir assisté aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous.